Est-ce qu'on sait comment est née l'idée des journées romanes? Et deuxièmement, comment s'est fait la relation avec les moines, avec des gens finalement tellement différents, unis par la passion de l'art roman, mais sinon tellement différents? Les réponses à ces questions sont très claires, mais je ne veux pas non plus trop prolonger. Alors, je commence par le début, par les relations avec les moines. En fait, donc, tout ceci naît dans la foulée de l'arrivée des bénédictins de Montserrat, qui est, je crois, la même année ou l'année précédente. Non, c'est 65, l'arrivée des moines, ça fait 65. L'arrivée des bénédictins, c'est 69, les premières journées romanes. Donc, l'arrivée des bénédictins de Montserrat est le fruit d'une démarche de la société civile immobilière qui est propriétaire de l'abbaye. Parce que c'est un peu long à raconter, mais enfin, quand l'abbaye a été rachetée pour y installer une communauté monastique, les mécènes se méfiaient beaucoup d'éventuelles intentions spoliatrices de la puissance publique, et donc avaient créé, leurs descendants, leurs héritiers avaient créé une société civile dans laquelle un certain nombre de porteurs de parts, mais purement bénévoles, on va dire, des hommes de paille, si vous voulez, acceptaient d'être les porteurs juridiques de l'abbaye. Parce que la restauration monastique s'était faite au bénéfice de la communauté cistercienne de Fontfroide. Les cisterciens de Fontfroide avaient quitté leur monastère au moment des lois sur les congrégations, parce que le pape avait interdit qu'on satisfasse aux formalités exigées par le pouvoir scélérat, et donc ils étaient partis, la tête couverte de sangle, en Espagne. Et donc la restauration monastique de 1921, c'est pour accueillir les cisterciens. Mais les cisterciens, c'est une communauté qui n'a pas prospéré, qui dans les années 60 était réduite à quelques membres extrêmement âgés. Et donc l'ordre cistercien a décidé de quitter les lieux. Et à ce moment-là, la société civile, en quelque sorte, qui était présidée par Pierre Respeau, le père de Marion, et qui est le premier président de l'association culturelle de Couchin, a dit, mais attendez, nous avons trouvé des remplaçants, nous avons continué la vocation des lieux. Et ils sont allés chercher les bénédictins de Montserrat, qui, évidemment, il y a un lien historique très important, puisque Oliba est le fondateur de Montserrat. Et donc, c'était une chose importante pour eux. En même temps, et c'est tout le contexte que Xavier a évoqué, le franquisme finissant, enfin pas encore tout à fait finissant en Espagne, permettait à la communauté de Montserrat d'avoir une maison hors limite, enfin un petit peu hors contexte, qui permettait sans doute d'agir. D'ailleurs, ils ont été plus ou moins bien reçus ici en France. Je me souviens d'avoir vu dans les dossiers d'archives, côté même monument historique, où la communauté de Couchin est qualifiée d'occitano-gauchiste. Donc c'est assez. Et donc c'est dans ce mouvement de réinstallation d'une nouvelle communauté, qui à l'époque est une communauté nombreuse, jeune, active, etc., que Pierre Respeau a le projet d'avoir une association loi de 1901 qui soit un petit peu là pour assumer le versant culturel, on va dire l'interface culturelle avec le pays environnant, et donc va créer l'association culturelle avec M. Delteil, avec d'autres personnes, sans doute que Marion pourrait citer. Avec le maire de Prades, avec M. Monestier. Oui, Monestier, le maire de Prades, qui est aussi un intellectuel et un écrivain. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ils sont en quête de projets et d'activités, et la suite me touche presque un petit peu plus, mais toucherait plus mon épouse, puisque, en fait, en 1969, on fête le millénaire de la consécration de maître-autel d'Elne, et où c'est à l'époque mon beau-père, Roger Gros, qui est adjoint au maire, et qui entend donner un lustre particulier à cet anniversaire, et qui a l'idée de réunir un petit congrès. C'est l'époque où il y a l'Institut d'études Ligures avec le professeur Lambol, qui a une activité, disons, qui s'étend jusque vers chez nous, et il y a ce qu'on appelle le premier congrès d'Elne, donc du mois d'avril 1969, et qui est sur un jour, peut-être une journée ou une journée et demie, je ne sais plus très bien, il y a une demi-douzaine de communications qui sont prononcées à propos d'un. Et Pierre Respeau est là et se dit, bon sang de bois,
c'est ça la bonne idée, c'est ça que je vais faire à Coucha. Et bien, il le réalise l'été d'après. Hein. Le millénaire d'Elne, c'est à Pâques, à peu près au moment de Pâques, et en juillet naissent les journées romanes. Voilà d'où est venue l'idée. Nous pourrions évoquer un groupe de Catalans qui ont participé aux premières séries de journées que vous verrez dans la liste il s'agit de très fortes personnalités. Monseigneur Junyent était à l'époque donc le directeur du musée épiscopal de Vic que vous avez visité. Le musée n'était pas là où vous l'avez vu maintenant. Et il était également le directeur des archives épiscopales de Vic, un ensemble très important avec un nombre de manuscrits premier niveau pour les médiévistes. Une forte personnalité dont vous connaissez probablement, certainement même la Catalogne romane dans la collection Zodiac, 2 volumes qui ont été traduits très rapidement en Catalogne. Monseigneur Junyent était parmi les tout premiers ici présents, avec Anscari Manuel Mundo, notre grand savant, paléographe, historien du très haut Moyen-Âge, paléographe spécialiste mondial des manuscrits visigothiques et un ancien moine de Montserrat. Donc Mundo est un membre de l'Institut catalan, il a été directeur de la Bibliothèque de Catalogne pendant aussi quelques années, très présent dans les premières années à Coucha. Il y avait également Frédéric Paul Verrier. Frédéric Paul Verrier était un historien de l'art, membre du Parti socialiste catalan clandestin et donc fortement persécuté. Pour lui venir à Coucha, c'était une des premières sorties qu'il a pu faire lorsqu'il a récupéré son passeport. Il a été Verrier, le directeur du musée d'histoire de la ville de Barcelone, et il a été surtout le découvreur, entre guillemets, de l'archéologie paléochrétienne de la ville, notamment du baptistère, que vous visitez lorsque vous allez à Barcelone visiter le musée d'histoire. Avec Verrier, un autre grand personnage, je parle d'une génération un peu mythique en Catalogne, mais très connue à l'étranger également, Pere Boigas. Pere Boigas était un grand spécialiste de manuscrits de la bibliothèque, directeur de la partie de la section de manuscrits de la bibliothèque de Catalogne. Il est venu moins, mais il est venu à 2 séances des journées. Et puis également Joan Hénaud de la Sarthe, dont Georges Descamps nous parlera un petit peu. Et là, nous avons un noyau de personnalités qui étaient ici aussi en raison d'une amitié qui était celle de Pierre Poncy, qui était celle de Marcel Durlia. Joan Hénaud, c'est la personne, un peu comme il l'a dit, Thierry Oral, c'est une génération d'une époque difficile en Catalogne, en Espagne, en fait, et qui est comme un point de liaison entre la génération de grandes personnalités des années 20-30 pour passer après au musée moderne. Il prend le musée dans un moment difficile. Il commence à être directeur l'année 1948. De toute façon, fini le musée en 1985. Nous avons cette figure associée à l'art roman, mais Joan Hénaud était partout. Il a écrit surtout, soit l'époque pré-romane, soit l'époque romane, gothique, mais aussi comme responsable des musées de Barcelone, parce qu'il n'était pas seulement directeur du musée d'art de la Catalogne. Il a collaboré à la création du musée Picasso, il a collaboré aussi à la création de la Fondation Miró. Il a organisé des campagnes pour récupérer d'autres fragments qui sont restés aux églises,
particulièrement pendant les années 60-70, Saint-Jean de Boï, Santa Maria de Taüll, Saint-Climent de Taüll, entre d'autres. Et évidemment, il a été le commissaire, le responsable de la grande exposition d'art roman, comme on peut voir, je pense, ici, qu'on a organisée en 1961. Juste un petit souvenir personnel, je parlerai tout à l'heure de Marcel Duria, mais Marcel Duria m'avait introduit auprès de Joan Eno. Lorsque j'étais conservateur au musée des Augustins, on rénovait le musée et on s'était heurté à un problème énorme en France à cette époque-là. C'était celui du dégagement des polychromies des sculptures. Même au Louvre, on ne faisait pas ça. On était encore en train de gratter consciencieusement. Et donc, j'avais voulu rencontrer Joan Eno parce que je savais que lui avait sinon des solutions, du moins s'était posé des problèmes. Alors j'ai eu droit, comme ça se faisait à cette époque-là, à un petit mot d'introduction boniforme de Marcel Duria. Et je suis allé à Barcelone et Joan Eno m'a reçu magnifiquement. Il m'a fait visiter tout le musée, c'était avec une passion et une gentillesse incroyable. Et il m'a surtout fait découvrir les débuts de ce grand atelier de restauration du NAC aujourd'hui. C'est une institution tout à fait remarquable, mais je crois qu'on peut dire, enfin, si vous en êtes d'accord, que c'est lui qui l'a créé véritablement. Et le musée était en avance sur toute l'Europe à cette époque-là. Pourquoi? Parce que Joan Eno avait su aller puiser aux bonnes sources, c'est-à-dire aux instituts archéologiques, de restauration de Rome et de Florence. Marcel Duria, évidemment, est une très grande figure de Saint-Michel de Bouchat, où il est venu très, très fréquemment, surtout au début des journées. Et j'ai eu l'immense honneur de l'avoir pour maître. J'ai fait mes études d'histoire de l'art avec lui entre 68 et 73, mais nous sommes restés en contact ensuite très amicaux jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort, vous savez, le jour de la Noël de 2006. Il était né en 1917. Alors, bon, parler de Marcel Duria, on pourrait en parler pendant des heures. Je crois qu'il faut retenir les points essentiels. C'était un homme extrêmement savant, mais surtout, je dirais, un être véritablement passionné par ce qu'il faisait. Les cours de Marcel Duria à Toulouse, la salle était sans arrêt pleine à craquer, et il y avait des gens assis par terre. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et plus ces cours avançaient, plus il y avait de monde. C'est-à-dire que dès les premières séances de l'université, en octobre-novembre, nous avions droit plusieurs fois au compte rendu complet de ce qui s'était dit à Couchat, des discussions, des points de vue variés. Donc, grâce à lui, on connaissait évidemment tous les intervenants de Couchat, même si nous n'y avions pas assisté, présentant la personnalité de l'un, les excès de l'autre. Enfin, c'était tout à fait... on vivait au rythme des journées de Couchat. Et je dirais qu'il y avait une similitude absolue entre ce qui se passait à Couchat et ce qui se passait à l'université. Parce que l'une des caractéristiques de Marcel Duria était qu'il ne voulait pas se contenter d'un cours théorique en salle, devant des diapositives à l'époque, bien entendu. Pour lui, et il nous l'a toujours dit, il était indispensable d'avoir une connaissance directe des monuments, des objets, des musées. Ce qui fait que tout étudiant de Marcel Duria dans ces années-là avait droit à au moins une quinzaine de jours d'excursions, de sorties par an, et nous les suivions tous évidemment. Et ces excursions, elles étaient comme celles que nous faisons aux journées de Couchat. Alors attention, avec Marcel Duria, il fallait se lever à 5 h du matin, parce qu'on
on commençait les visites à 6 heures, au petit jour, hein, dès qu'il y avait du jour, et ça ne se terminait qu'au coucher du soleil, hein, à 9 heures, alors au printemps, les excursions de printemps, parfois à 9h30. Bon. Et avec lui, comme ça, ça a duré pendant 5 ans, mais je les ai suivis aussi après mes études, eh bien, Toulouse étant une sorte de centre, on a tout vu, hein, à 400-500 km à la ronde, le Quercy, le Périgord, le Languedoc, la Catalogne, l'Aragon, la Navarre, et il y avait la grande excursion du printemps, et là on partait facilement 10 jours avec lui, c'était incroyable, hein, et au rythme que je vous ai dit, hein, on rentrait tous complètement crevés. Mais je voudrais évoquer quand même, par rapport à Couchat, une autre expérience personnelle avec lui, qui est aussi assez amusante, c'est la découverte de l'abbé Grégoire. Hein. Alors, à la fin des années 80, j'étais conservateur de musée, je venais de partir des Augustins, j'étais à Saint-Raymond et Saint-Cernin, et comme chaque année, j'allais au Salon des Antiquaires de Toulouse pour faire le tour, pour voir s'il y avait des choses intéressantes pour nos musées, et je tombe dans un stand du Salon des Antiquaires chez une marchande de meubles du XVIIIe siècle. Il y avait des commodes, enfin vous voyez l'ambiance. Hein. Et alors, la dame qui tenait ce stand, qui venait de la Colle-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, s'était dit quand même, je vais agrémenter mon stand, je vais mettre des plantes vertes au milieu, et au milieu une jolie pierre. Et la jolie pierre, c'était l'abbé Grégoire. Alors, je tombe là-dessus, je me dis, mais ça te dit quelque chose. Puis je me suis souvenu, le dessin, etc. Je téléphone à Marcel Durlia, je lui dis, écoutez, monsieur le professeur, c'est quand même incroyable, je crois que, mais venez voir, venez me confirmer. J'arrive. Il a pris son autobus, parce qu'il ne conduisait pas, il est venu au parc des expositions, c'était quand même assez loin de chez lui, et puis il arrive ventre à terre, je l'attendais impatient en me disant, mais bon sang, si quelqu'un l'achète avant qu'il arrive, et vous imaginez l'angoisse dans ces moments-là. Il arrive, et il me dit, mais bien sûr, mais c'est ça, et savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est mis à 4 pattes, devant l'abbé Grégoire, au milieu des plantes vertes, et il n'en croyait pas ses yeux, il était là, alors il regardait devant, derrière, il déchiffrait l'inscription, mais c'était un moment incroyable. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte, très rapidement, je me suis rendu compte que la situation était quand même assez curieuse, parce que tout le monde s'arrêtait devant le stand, regardant ce monsieur à 4 pattes. Mais le plus grave, c'est que ça a attiré l'attention de la dame antiquaire. Bon, je commençais à regarder. Alors heureusement, elle avait des clients. Alors je suis allé faire diversion avec l'antiquaire, donc je suis allé discuter avec elle, je me suis intéressé aux meubles qu'elle vendait, je lui ai demandé le prix, etc., etc. Et puis discrètement, je me suis approché de Marcel Durlier en lui disant, vous savez, monsieur le professeur, il faut être plus discret parce qu'on va attirer l'attention, etc. Bon, vous savez, dans ce cas-là, il faut être extrêmement discret. Et voilà comment s'est passée la chose. Alors, quand même, dernier élément, c'était pas facile. C'était un dimanche, c'était le dernier jour du Salon des Antiquaires. Oui, week-end du 11 novembre. Et comment faire? Alors, heureusement, la collègue d'Olivier, Marianne Cyr, qui était inspecteur des monuments historiques, prévenant tout de suite, oui, mais mon beau-père connaît le président des PO du Conseil général. Et dans le dimanche du 11 novembre, l'affaire s'est réglée. Et le conseil des PO a pu acheter. Et vous avez, voilà, donc c'est une anecdote, je pourrais en raconter bien d'autres. Et à cette époque, moi, j'étais étudiant aussi en histoire de l'art, mais à l'école des hautes études en sciences sociales, auprès de Galienne Franck-Castel, et j'avais entrepris un mémoire sur Serrabonne, mais sur, toujours pareil, c'est une vision que je n'ai pas abandonnée, l'histoire des restaurations, des transformations, de la construction finalement du monument comme un monument. Et j'avais évidemment besoin peut-être de me familiariser un peu plus avec la démarche d'histoire de l'art, et donc j'avais contacté Durlia à Chaillot, et je lui avais demandé s'il acceptait, etc. Alors elle m'avait invité à déjeuner,
Et ça a été un déjeuner absolument éblouissant. On a parlé de ça, on a parlé du Roussillon, on a parlé de Sarrabonne, on a parlé, etc. Et oui, j'avais fait mon miel au passage d'un certain nombre d'indications méthodologiques ou autres que peut-être le métier d'architecte ne m'avait pas fourni jusque-là. Et je raconte cette petite anecdote parce que c'est un vrai contact personnel que j'ai eu avec lui, alors que plus tard, enfin quelques années plus tard, quand j'ai eu fini ce mémoire, il m'a fait inviter aux Journées romanes, et ça a été, si je puis dire, le jour où j'ai mis le doigt dans l'engrenage, où vous me voyez toujours pris. C'était peut-être en 1981 ou 83, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai appris à connaître Marcel Burlia, non seulement en lisant ses livres, mais en reconstituant aussi, c'est toujours un sujet qui paraît intéressant, en reconstituant un tout petit peu son itinéraire personnel avec le Roussillon et avec l'Archet. Alors, c'est assez intéressant à relever, parce qu'au fond, il est arrivé à Durlia ce qui était arrivé presque 100 ans auparavant à Brutaïs. Ce sont des gens qui, au tout début de leur carrière, alors que finalement ils sortent d'une formation générale, ils ont une connaissance livresque, etc., il y a la rencontre avec un territoire et avec un ensemble d'œuvres. Et je pense que Marcel Burlia, donc professeur agrégé, a été nommé, son premier poste, c'est 48 ou quelque chose comme ça, ou 49, je vais pas les dates exactes, donc professeur au lycée Arago de Perpignan, et c'est la rencontre avec ce pays, qui va être quand même, pour toute la première partie de sa carrière, son terrain, son véritable terrain d'études, etc. Et je voudrais signaler que, je crois que c'est en 1952, il est nommé ce qu'on appelle conservateur des antiquités et objets d'art du département des Pyrénées-Orientales. Alors, le conservateur des antiquités et objets d'art, c'est ronflant comme titre, mais derrière se cache un quasi-bénévolat au service de la collectivité, puisque ce sont les fonctions que le ministère de la Culture demande à des gens pour s'occuper des œuvres d'art. Des œuvres d'art, celles qui sont dans les églises, dans les châteaux, dans les mairies, etc., qui ne sont pas dans les musées. Et il faut avoir un autre métier pour vivre, parce que c'est ce qu'on appelle une fonction indemnitaire de l'État, et je suppose que Marcel Burlia devait toucher à l'époque royalement quelques francs pour cette mission. Et de là date un compagnonnage extraordinaire avec le patrimoine de cette région. À cette époque, c'est encore une autre figure que je veux rappeler, mais elle est importante ici aussi pour Bouchard. Le président du conseil général, c'est-à-dire du département des Pyrénées-Orientales, était Louis Noguer. Louis Noguer est une personnalité absolument remarquable, un juriste qui était maire de Thuir avant la Seconde Guerre mondiale et qui a été l'un des 80 députés qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs, la remise des pouvoirs constitutionnels au maréchal Pétain, et qui est entré dans la résistance, qui a réussi d'ailleurs à une vie clandestine très, très active, et qui a été président de la Haute Cour de justice à la Libération. C'est vous dire la stature morale, juridique et intellectuelle du personnage. Et en tant que président du Conseil général, il va avoir, pendant une dizaine d'années, il meurt en 1956, une action extrêmement intéressante, parce qu'il pressent que le département va s'ouvrir au tourisme. C'est à peu près inévitable, alors qu'à l'époque, il y a pratiquement, enfin, il y a un tourisme d'élite, mais pas très répandu, et il tient absolument à ce que la personnalité historique et artistique du Roussillon soit incluse dans cette ouverture au tourisme. C'est lui qui va provoquer, en tout cas conclure l'acquisition du Palais des Rois de Major par le département, et c'est lui qui finance la restauration du cloître de Bouchat qui est à côté de nous. Et c'est lui aussi qui, comprenant l'intérêt d'avoir quelqu'un comme Marcel Burlia pour connaître et inventorier en quelque sorte le patrimoine du Roussillon, parce qu'en gros, je veux dire, depuis Brutaïs, on n'a pas fait grand-chose. C'est un peu triste à dire, mais c'est au fond presque la réalité. Et
va, comprenant bien toute l'indigence de moyens qui est celle du ministère de la Culture et des pauvres moyens qu'on ne donne pas d'ailleurs aux conservateurs des antiquités et objets d'art, il va lui adjoindre un photographe et il va lui financer ses tournées. Et je dois dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui s'intéressent au patrimoine, alors patrimoine évidemment pas forcément roman, plutôt plus tardif, gothique, renaissant, baroque, jusqu'à la fin du XVIIIe du Roussillon, peuvent compter sur l'extraordinaire fonds photographique qui a été réalisé par Paul Josac. Et Paul Josac a été adjoint à Marcel Durlien par Louis Noguer. Donc ils ont eu une vision absolument prémonitoire de la prise en compte du patrimoine de ce pays et qui a donné une première publication, alors qui s'est arrêtée, parce que je ne vous apprends rien, à la mort de Louis Noguer, tout s'arrête. La restauration du palais des rois de Majorque s'interrompt et tous les projets que pouvait avoir Durlien avec le département disparaissent. On a publié le premier volume, Les arts anciens du Roussillon, sur la peinture. Ça, c'est typiquement le fruit de la collaboration entre Noguer et Durlien avec les photographies de Paul Josac. Et ça, c'est quand même fondamental. Et alors, je voudrais aussi rappeler que c'est dans cette aventure du palais des rois de Majorque que prend naissance le sujet de thèse de Marcel Durlien sur l'art dans le royaume de Majorque, et qui est quand même la grande œuvre qui va réintroduire finalement cette période, tous ces échanges entre les Baléares, le Roussillon, cette petite période aussi extraordinaire, etc. Et ça, c'est la rencontre de Marcel Durlien avec ce pays, comme elle se traduira aussi par sa participation aux Journées romanes. Mais à cette époque-là, il a déjà quitté l'horizon perpignanais pour faire sa carrière de professeur d'université à Toulouse. Il n'y a évidemment à cette époque-là pas d'université à Perpignan. Il y a un petit collège universitaire où d'ailleurs on ne parle pas d'histoire ni d'histoire de l'art. Donc voilà. Donc voilà, je voulais rappeler ces liens parce qu'ils sont importants. Je pense qu'une bonne partie de la carrière d'historien de l'art de Marcel Durlien s'est éveillée au contact de ce territoire et de ses richesses artistiques, romanes, mais pas seulement romanes. Enfin, je n'ai pas rappelé aussi les livres sur la sculpture romane en Roussillon dès les années 50. Les 4 volumes, édités par la Tramontane. On retrouve tout ce milieu roussillonnais, qui était aussi ce milieu qui assistait en masse aux conférences dont a parlé Daniel, parce que c'est une période que nous pouvons peut-être un tout petit peu regretter, dans laquelle voilà, ces questions-là remplissaient les salles. Je voudrais juste rajouter 2 choses à propos de Marcel Durlien. C'est d'une part une ouverture chronologique qu'a un peu évoqué Olivier. Mais c'est quelqu'un qui s'intéressait à tout. Et en fait, quand il fait quand il a fait des histoires de l'art de l'Espagne, de la Catalogne, il va des origines à nos jours. Alors, il a évidemment une position par rapport à l'art contemporain qui est un petit peu moins développée, mais il fait l'effort de tout voir et de tout examiner. Et quand ses anciens élèves lui ont offert, disciples, lui ont offert des mélanges, on est dans les années 1990, quelque chose comme ça, 88, 92, tu as raison. On s'est rendu compte qu'il avait écrit par exemple des entrées pour un dictionnaire d'histoire de l'art. Il avait écrit des choses sur Velázquez par exemple, alors que c'est pas un spécialiste mondialement reconnu de la chose, mais c'est contrairement à aujourd'hui où on est hyper spécialisé jusqu'à en devenir d'un ennui mortel, lui il s'intéressait vraiment à tout. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, Olivier, tu m'y fais penser, il écrit quand même, mais ça c'est Xavier qui va en dire un mot, existe-t-il un art catalan? Et quand il fait l'art catalan chez Artaud en 62, à cette époque-là, écrire un livre intitulé L'art catalan en plein franquisme, c'est quand même quelque chose, je crois, qui lui a valu pas mal de reconnaissance, non? Pour en revenir à l'art catalan, alors Durlien est un homme aussi de grande synthèse, et donc vous connaissez tous les volumes de la collection Masneau sur l'art roman, sur le Moyen-Âge. En ce qui concerne l'Espagne, alors Durlien a accepté toutes les positions politiques catalanistes, on appelait cela de cette manière à l'époque, aujourd'hui on dirait indépendantiste,
pourvu qu'elle soit de l'autre côté des Pyrénées. Alors, autre chose était si on osait évoquer le futur de cette région dans laquelle nous sommes, de ce pays dans lequel nous sommes. Et là, il était un jacobin convaincu, hexagonal au maximum. Il venait du territoire de Belfort avec une idée déjà très forte sur la représentativité du territoire, et dont il défendait évidemment les frontières, dans ce cas la frontière, celle-ci. Hein. Bon, ça, je pense que c'est important pour comprendre son art catalan. Alors, son art catalan a eu un très grand succès, le livre qui trie avec plusieurs éditions. La générosité des moines de Montserrat fait que ça a été traduit, aussi bien un roman a été traduit, tous ses ouvrages, il avait une forte présence à Barcelone, et Hénault de la Sarthe lui-même avait une très forte amitié avec Durlia, ce qui ne l'empêchait pas d'être extrêmement critique sur ses positions. Ce sont des choses aujourd'hui que les étudiants ne peuvent pas imaginer. Au cours en chaire professorale, assister le maître assistant, obligatoirement, qui était au premier rang. Donc on avait un cours de 2 heures du professeur, suivi de 2 heures de travaux pratiques avec le maître assistant, qui appliquait à la lettre tout ce qu'avait dit le professeur au cours suivant. C'était une organisation vraiment collégiale, des enseignants travaillaient ensemble. Hein, et donc, vraiment, il y avait cet esprit de collaboration entre les enseignants qu'on ne trouve pas toujours aujourd'hui. Hein. Très vertical. Oui. Alors, tu me laisses terminer, après tu me contredis. D'accord. Bon, et alors, ce que je voudrais dire, et j'en termine par là, c'est que ça se traduisait également dans ces fameuses excursions. C'est-à-dire que très souvent, on partait, là, les 150, les bus et la caravane, etc. Mais il y avait tous nos enseignants ensemble. Hein. Alors, avec Marcel Durlia, on a rampé ensemble dans des grottes préhistoriques de l'Ariège. Chacun des professeurs intervenait. Il y avait Paul Guinard qui parlait des peintures dans les églises. Il y avait Claude Domergue qui nous présentait le site d'Ampouliès. Et tout ce monde naviguait ensemble. Il y avait des échanges, des dialogues entre les professeurs, entre les disciplines. Personnellement, je n'ai un souvenir encore admiratif. On a beaucoup appris de ça, toujours beaucoup. Non, là où je vais te contredire, c'est sur l'ouverture d'esprit. Je crois que tu as utilisé ce mot, ouverture d'esprit. Un homme d'une rigidité extraordinaire. C'est tout l'opposé à l'ouverture d'esprit. N'importe quel monument du Moyen-Âge était interprété uniquement et exclusivement du point de vue mystique de l'apparition de la Vierge Marie ou de quelque autre événement. Je n'exagère pas, je dis les choses telles qu'elles sont. C'est une rigidité extraordinaire. On ne sortait pas d'une vision qui était catholico-rigidico, si vous voulez. Aujourd'hui, on appellerait ça, comment on appelle les plus conservateurs, les intégristes, voilà, on appellerait ça comme ça de nos jours. Je partage assez l'opinion de Xavier, même si je l'aurais dit un petit peu différemment. Il se trouve que j'ai fait ma thèse avec Durlia, mais il était déjà à la retraite. Et donc, il n'avait plus besoin d'assurer ce rôle du professeur mandarin qu'il a quand même été en coupant et en tranchant des carrières. Quand tu prends un niveau, c'était quelqu'un vraiment formidable quand il aimait les gens, mais quand il les aimait pas, c'était aussi efficace. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, je l'ai connu parce que j'ai fait des fouilles dans une église et que, comme je venais d'épouser Daniel, et donc Daniel m'avait présenté à son maître, et donc Durlia venait de temps en temps sur le chantier, il découvrait d'une manière un peu stupéfaite ce que finalement l'archéologie pouvait apporter à l'histoire de l'art. Et d'une manière, là pour le coup, très ouverte. Je n'avais pas voulu parler d'un autre aspect, mais puisque Guitry a mis le doigt dans l'engrenage, je le saisis, cet engrenage-là, c'est-à-dire c'est l'homme de pouvoir. L'homme de pouvoir. Évidemment, ici à Bouchard, on ne se rend pas assez compte de cela, mais, disons de la carrière de Durlia, mais il y croyait en plus à ça. Quand je parle de mysticisme, il y croyait. Il croyait à son rôle, alors que d'autres le font pour des enjeux de petits pouvoirs universitaires. Lui, il croyait
à son rôle, il devait donc séparer, comme les Christ dans nos tympans, le bon du mauvais, condamner et lire. Et il y croyait. Guitry, tu es d'accord sur ce point de vue? Voilà, je n'en avais pas parlé. Je pense, pour finir sur Duria, que Duria était éminemment un homme de son époque. Et je crois que si l'histoire de l'art a changé, c'est parce que lui et quelques-uns de ses contemporains ont poussé, ont été jusqu'au bout de leur génération et de ce qu'on pouvait attendre de leur génération. Et les renouvellements qu'on voit depuis 20 ans, c'est aussi parce qu'ils ont apporté beaucoup. Pendant ma thèse, il m'est arrivé de lui contredire sur des choses qu'il avait écrites. Alors, il m'a obligé à argumenter, il m'a fait travailler comme j'imaginais pas que c'était possible. Mais à la fin, il faisait des bonds sur sa chaise, mais physiquement, il faisait des bonds et il disait nous sommes tous des nains sur les épaules de géants. Alors la naine c'était moi, le géant c'était lui. Mais c'est normal. Et il le faisait avec une conviction totale. Mais c'est vraiment une époque qui a disparu. Je veux dire, le monde a changé. Et c'est vrai que plus personne, je ne sais pas si quelqu'un t'a jamais dit monsieur le professeur. Moi j'ai jamais dit monsieur le professeur, même à monsieur Duria, parce que moi j'ai connu, il était plus à la retraite. Mais à la génération d'avant, on disait monsieur le professeur. Alors il y a un aspect de Marcel Duria qui n'a pas été évoqué, mais qui ressort de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire il a mis en valeur le midi. C'est-à-dire Marcel Duria a revendiqué le midi, tout en n'étant pas méridional. Il a fait sien le midi, et cela a joué un rôle important dans la présence du midi dans l'histoire générale de l'art médiéval. Ça, je crois qu'il faut le dire. Et une autre question aussi qu'il faut dire, il était probablement mal à l'aise parce qu'il n'appartenait à aucune des grandes écoles, grandes écoles de pensée, j'entends. Hein, je ne parle pas des grandes écoles françaises. Il n'était pas formaliste, il n'était pas élève de Faucillon, pour se comprendre directement. Cette pureté-là revenait à Grodecki. Il n'était pas élève direct, mais peut-être il aurait été plus proche de la ligne Franck-Castel, peut-être. Lui, il reconnaît surtout toujours sa dette avec Élie Lambert. Ça, c'était une chose que souvent il rappelait. D'ailleurs, la dédicace de sa thèse est à Élie Lambert, c'était son directeur de thèse. Et il n'était pas non plus, disons, chartiste. Moi, j'ai écouté les chartistes quand, par exemple, Alain Erland de Brandenburg parlait de Marcel Duria, on voyait nettement qu'il n'appartenait pas à ce moyen-là. Alors, cette non-appartenance aux grandes écoles de pensée qui géraient les affaires, où tu étais d'un côté, tu étais de l'autre. Sinon, et puis de toute manière, si tu étais d'un côté, les autres, ils avaient ta peau, ça, c'était clair. Et donc... Pas au milieu parisien. Oui, mais sur le plan national, j'entendais, sur le plan national. Alors ça, de cette non-appartenance, il a probablement tiré une force pour revendiquer le midi. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre en valeur. Quand il y avait une question générale sur le plan national concernant le midi, eh bien on allait à Duria. Et puis alors encore un autre aspect, mais ça je crois qu'Olivier serait mieux placé que moi, c'était son rôle au sein des monuments historiques. Ça, je pense que son rôle au sein de la commission, c'est là où il rencontrait Grodecki souvent, et c'est là où concoctait les opérations universitaires. Merci de me tendre la perche parce que c'est des choses que j'ai oublié finalement de citer tout à l'heure. Quand je disais qu'il y a eu une rencontre de Duria avec ce territoire, dans ses premiers moments de carrière, c'est aussi une rencontre avec des chantiers. Et notamment le Palais des Rois de Majorque, et notamment Saint-Michel de Bouchard. Et on est dans un changement de génération, et donc 47, il y a un nouvel architecte en chef, tout jeune, qui s'appelle Sylvain Stine-Popper, et qui lui aussi n'est pas inféodé à quelconque patriotisme régional français ou autre. Il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a une formation assez généraliste, etc. Et les architectes des monuments historiques, même si ils ont tout un savoir codifié d'une histoire
histoire de l'art très classique, très formelle, une habileté à dessiner, une manière de regarder aussi les choses, ne sont pas toujours des gens qui ont une formation approfondie en histoire de l'art, enfin, en tout cas avec une réflexion, etc. Et donc il s'installe entre Durlia et Stine Popper vraiment je dis pas une complicité, mais en tout cas, Durlia est la personne ressource. Et moi j'ai étudié la restauration du Palais des Rois de Majorque là, pour le colloque qui a eu lieu il y a déjà quelques années, et j'ai repassé tous les fonds de Stine Popper aux archives des monuments historiques, parce que Stine Popper est un homme merveilleux qui photographiait tout en 6:6 et qui datait ses négatifs à l'encre de Chine. Imaginez la valeur d'un tel fond. Et bien, dans les photos de chantier prises au hasard, on voit Marcel Durlia, parfois juste au bord du cadre, qui est là. Et c'est tout à fait important. Et je pense qu'il a bien compris ça. Et c'est peut-être aussi quelque part parce que, justement, dans ces années perpignanaises, il est sur le terrain. Je ne sais pas si... Alors à Toulouse, en plus, Stine Popper est aussi l'architecte en chef de la Haute-Garonne. Donc il y aura, pour les grands chantiers des Jacobins, etc., une complicité aussi. Mais je veux dire, le départ, c'est ça. C'est la réédification de la galerie du cloître de Cauchat, c'est 1950, pile poil, au mois d'avril. Hein, donc voilà, la reconstitution qui transforme le monument du grand arc de la cour du portique du Palais des Rois de Majorque, c'est exactement le même mois. Ces deux gestes sont accomplis simultanément. Et Durlia est là. Et je pense que c'est... Après, effectivement, et c'est pas pour rien que moi je l'ai connu à Chaillot. Pourquoi est-ce qu'il était professeur à Chaillot? Parce que, justement, il avait tissé ses liens avec les monuments historiques et qui allaient au-delà. Il était membre de la commission, à l'époque on appelait commission supérieure des monuments historiques, mais il y a toujours eu des historiens de l'art qui sont appelés à cette commission. Sauf que, évidemment, il a très vite, par sa passion, et sans doute aussi les relations tissées avec les architectes, eu un rôle éminent. Oui, de ce point de vue-là, c'est tout à fait clair. Première session, évidemment, pour Pierre Poncy, que les Journées romanes étaient un lieu d'incarnation, je dirais, tout à fait important, puisque aussi bien Pierre Poncy est l'historien et l'archéologue du Roussillon. Et c'est tout. Une carrière qui est une carrière, au fond, douloureuse. Je peux le dire comme ça, une carrière douloureuse, parce que c'est un homme qui a souffert toute sa vie d'une existence matérielle assez précaire, il faut le dire, une carrière qui a été brisée par la Seconde Guerre mondiale. Poncy a fait des études parisiennes, dont je ne connais pas le détail, mais qui était à l'école des hautes études, notamment en 4e section, et aussi à l'université. Je crois qu'il a été l'élève de René Louis, il me semble, je ne sais plus très bien. Et évidemment, la venue de la Seconde Guerre mondiale au mauvais moment, si je puis dire, au mauvais moment chronologique de la fin de ses études, l'a empêché de les poursuivre. En outre, et ça ne peut pas être tu, même si on ne doit pas en faire aujourd'hui de nouveau une lecture actuelle et polémique, les positions personnelles de Pierre Poncy, qui a toujours été catholique conservateur, monarchiste, supporter, si je puis dire, de la prétention de la branche aînée des Bourbons à régner sur la France, et c'était tout à fait présent et actuel dans sa pensée, a eu aussi, pendant les années sombres de la guerre, des positions publiques publiées dans la presse totalement défavorables aux juifs et aux francs-maçons, pouvant même passer pour des actions positives de dénonciation, et qui lui ont valu d'ailleurs de très sérieux ennuis à la Libération. Et paradoxalement, il a subi une condamnation très, très rigoureuse, mais qui a été évidemment annulée par la suite, et il a eu des périodes de résidence forcée, de résidence surveillée à Sournia,
Et c'est de là que part sa carrière d'archéologue, parce que dans ses loisirs forcés dans une montagne un peu isolée, il a regardé les églises alors pré-romanes, que lui appelle sans réticence pré-romane de Sournia, et ses premières publications, et d'ailleurs publiées dans une publication espagnole. Et il y a certainement eu chez Ponsic, évidemment, une extraordinaire difficulté à une reconnaissance officielle, académique, en France. Il a compensé cela avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement personnel. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a, je peux le dire, qui a tiré le diable par la queue toute sa vie, évidemment compensé par un engagement au service de son pays, de ce territoire, des Pyrénées-Orientales, engagement absolument total et sans faille. Et à la fois un engagement sur le plan de l'étude. Alors, Pierre Ponsic est au départ un historien, donc qui connaît les textes, et son grand travail quand même est une lecture des sources extrêmement importantes. Le domaine de Saint-Michel de Couchat, je vous renvoie au cahier, prenez, parce que beaucoup de choses importantes sont publiées dans les cahiers. Il s'est intéressé passionnément à cette période du 9e, 10e siècle, sur les questions des dynasties cultales, des nominations, des patrimoines, des liens de famille à famille, etc., reconstituer tout cet écheveau, et puis évidemment un regard sur le patrimoine médiéval, pas seulement, parce que aussi comme l'a dit Daniel tout à l'heure, Pierre Ponsic a été aussi conservateur des antiquités objets d'art, entre Marcel Furlia et Yvette Carbonnet, et évidemment ça oblige à un regard qui dépasse les horizons médiévaux. Il faut s'intéresser à tout dans les monuments historiques. Bon, je ne pense pas qu'il soit allé jusqu'à s'intéresser franchement au XIXe siècle, mais enfin, toujours est-il que pour l'ensemble, il y a un véritable engagement. Alors, il y a une activité d'historien et d'archéologue très importante, inlassable. Je crois qu'en 1987, quand on a publié le volume d'hommage, il avait déjà une bibliographie qui dépassait les 100 numéros. Tout ça enraciné sur ce territoire, encore une fois, et avec des découvertes, en tout cas des apports tout à fait importants. Et pour ne citer que Couchat, il y a quand même plusieurs articles qui ont posé un regard nouveau et une manière de présenter Couchat totalement nouvelle. On pourrait le rappeler, notamment le fameux article de 71 sur l'architecture pré-romane de Saint-Michel de Couchat et sa véritable signification, qui a quand même tourné la page d'une historiographie qui durait depuis 1932 sur le caractère mozarabe de Couchat. Il faut savoir que même Puig Ganafalque avait été obligé, et même si ça a dû lui érafler le gosier au passage, d'accepter cette identification mozarabe qui reposait évidemment sur un contresens, puisque définir comme mozarabe une architecture construite environ 200 ans après le départ des arabo-musulmans, etc., et en appliquant des critères stylistiques comme l'avait fait Félix Hernandez, propre à l'émirat de Cordoue, ne pouvait pas prospérer. Et c'est Ponsic qui établit l'origine tardo-antique de ces formes et qui replace finalement, et je me permets de dire, Puig Ganafalque aurait été bien content s'il avait lu cet article. C'est aussi l'article qui identifie l'abbé Garin comme un moine de Cluny, collaborateur de Saint-Mailleul. Là aussi, c'est la même mise en évidence d'un lien et d'une position finalement de Couchat dans le paysage du Xe siècle, du monachisme du Xe siècle, qui était tout à fait important. Les études sur le domaine foncier de Couchat aussi, c'est pour m'en tenir à ça. Mais Ponsic est aussi, avant tout, quelqu'un qui
regarde, qui étudie le patrimoine, qui est persuadé, moi je l'ai entendu dire plusieurs fois là-dessus, que c'est par l'accumulation d'études régionales et d'études régionales approfondies, exhaustives, que l'on peut construire une histoire de l'art qui tient debout. Et que tant qu'on n'a pas, démêlé les chevaux d'un territoire et de manière complète, et d'avoir compris les types, etc., d'avoir les mouvements des idées, les formes, les classements, etc. Bon, pas non plus une historiographie telle qu'on la fait aujourd'hui, mais enfin bon, c'était comme ça qu'il la voyait. Et il s'est attaché personnellement à cette étude régionale, monographique. Il a abordé beaucoup de sujets. Je pense par exemple au cloître, je pense par rapport au portail, je parle à l'orientation des églises, etc., etc. Il y a beaucoup d'études de sa part qui traitent de ces questions. Chose que nous devons saluer, c'est un engagement pour la défense d'un territoire et pour la défense de son patrimoine, à mesure où le patrimoine est à la fois un legs et en même temps une valeur à transmettre. Et ça, c'est important. C'est quelqu'un qui a voulu que les choses soient reconnues et transmises. Et il a quand même eu affaire à des mêlées, à des affaires, des vraies affaires, des vraies luttes, des vrais combats dans lesquels il a eu un protagonisme considérable. Je voudrais en rappeler une parce qu'elle nous permettrait aussi de revenir à Marcel Duria et aux fonctions de conservateur des antiquités et objets d'art et à ses tournées avec Paul Jossac dans les années 50, c'est l'affaire des fresques de Cazenove. Parce que ces fresques découvertes par Duria donc en novembre 1953 sont arrachées en avril 1954, vendues par le maire lui-même de la commune à un antiquaire de Villeneuve-les-Avignon, et ce qui déclenche un scandale dont nous n'avons pas idée, et dont, si vous me permettez un petit mot là-dessus, qui nous écarte un tout petit peu de Ponsic pour l'instant, mais nous n'avons pas idée de faire le lien, toute proportion gardée avec ce qui se passerait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1954, la commune d'Is-sur-Tête est une commune rurale à 100%. À 100%. Et il y a une propriété privée, qui est une petite chapelle vendue à la Révolution, désaffectée depuis le XVIe siècle. Hein. Et voilà. Et puis une histoire de fresque. Un monsieur de Perpignan est venu un jour avec un photographe. Heureusement qu'il y avait ce photographe ce jour-là d'ailleurs. Et qui a trouvé des peintures. Bah oui, cette chapelle étant inoccupée depuis le XVIe siècle, elle n'avait jamais été repeinte, elle avait été recouverte par quoi que ce soit. Et puis cette histoire sombre, cette vente, cet arrachage, cet antiquaire qui vient, premier jour de mars 1954, qui apporte les peintures, et puis les gens qui se plaignent, Duria qui écrit dans l'Indépendant, etc. Et la conscience de ces gens, de ces habitants du conseil municipal d'Is-sur-Tête en 1954, que quelque chose leur a été enlevé, quelque chose du bien commun. Et le conseil municipal d'Is-sur-Tête désavoue le maire et démissionne en bloc, le laissant tout seul. Je ne sais pas si vous imaginez la portée d'un tel geste. Quel serait le geste équivalent aujourd'hui? Enfin, c'est considérable. Alors Duria va évidemment monter au créneau, mais Ponsic aussi. Et Ponsic, à l'époque, a créé une revue scientifique. Ça, c'est aussi une chose qui est importante pour nous, parce que d'une certaine façon, mutatis mutandis, comme on dit, les cahiers prennent un peu la suite de la revue des études roussillonnaises, fondée en 1952, hein, et qui va durer malheureusement assez peu, jusque vers 1955-57. Je n'ai pas les dates précises en tête, mais pas beaucoup plus. Il y a une dizaine de numéros, pas plus. Et dans les études roussillonnaises, qui est à la fois une revue scientifique, Ponsic aussi tient une rubrique sur la défense du patrimoine. Il utilise un pseudonyme, hein, il y a Pierre Ponsic qui signe les études, et il y a Perpignan, hein, vous savez, c'est la légende de la fondation de Perpignan. Perpignan est une ville qui a été fondée par un bouvier descendu des montagnes, qui a tracé un sillon avec sa terre de feu, et ce bouillon s'appelait Pierre Perpignan. Mais bon, donc il signe Perpignan, et il a une rubrique très célèbre qui s'appelle Horreur
à ne plus commettre, erreur à réparer. Et c'est une rubrique qui revient régulièrement dans les études, et bien évidemment le scandale des fresques de Cazenove, et c'est d'ailleurs les études roussiniennes qui vont continuer à revenir sur le sujet, etc. Vous savez que cette affaire s'est conclue il y a seulement quelques années, on a obtenu le retour de ces peintures disparues, enfin d'une partie, enfin c'est un autre sujet. Et puis il y a la défense du patrimoine bâti. Alors évidemment je ne parle pas de Couchard, il est quelqu'un qui est très présent, et sans doute à cause des relations qu'il a eues avec Duria, etc., il a été introduit par lui, ou ses fonctions de conservateur des AOA, enfin c'est difficile à démêler exactement les liens les plus fins, mais il est introduit auprès des monuments historiques. Il faut savoir qu'il y a les chantiers des monuments historiques ont lieu, et il faut bien être présent. La pratique à cette époque-là, on a des architectes qui ne sont pas toujours présents, et on a des entreprises, certes, dont le savoir-faire est très important. Il était beaucoup plus d'ailleurs à l'époque que même maintenant, mais il se passe des choses sur les chantiers que les architectes ne contrôlent pas tous. Les architectes des monuments historiques habitent toujours Paris. Hein. Et encore, dans les années 30, l'architecte en chef des Pyrénées-Orientales habitait Strasbourg. Hein. Je veux dire qu'il n'était pas à Serrabonne tous les matins. Hein. Donc voilà, et donc Ponsic a cette présence, et une présence assez exigeante. Et ça, c'est une chose qu'il faudrait dire peut-être plus exigeante que celle de Marcel Duria. Il faudrait là-dessus peut-être un jour aussi réfléchir un peu. Est-ce que la forme d'engagement ou l'intimité avec les lieux, avec les monuments est assez différente. Et donc, notamment sur Couchard, il va y avoir des controverses terribles avec Sylvain Stimpopper. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, Pierre Ponsic sera, à l'issue, ou en tout cas au cours de ces disputes, entre guillemets, nommé à la commission supérieure des monuments historiques. C'est-à-dire qu'on reconnaît quand même son point de vue, etc. Et on pense qu'il vaut mieux en tenir compte, ou essayer d'en tenir compte. Alors il y a parfois des missions conjointes avec une délégation de la commission, tout ça est dans les archives très riches de Charenton, on peut suivre tous ces événements, et c'est tout à fait important. J'ai mis cette photo parce que, évidemment, la question des cloîtres disparus, des cloîtres démontés du Roussillon, excuse-moi Géraldine, je ne peux que citer le titre de la thème. Les cloîtres démontés, c'est évidemment, dans les années 50, 60, 70, un thème qui est d'une actualité brûlante. Alors il y a Couchard qui est déjà reconstruit en partie, du moins on a fait ce qu'on pouvait avec tous les vestiges disponibles, mais ça se termine en 55 pour le cloître, la couverture en 57. Mais il y a l'autre, si je puis dire, l'autre cloître, il y en a d'autres, il y a aussi celui des Dominicains de Collioure, enfin on pourrait... mais l'autre cloître, c'est une blessure toujours ouverte. Et c'est le militantisme de Ponsic. Alors bien sûr, il va être relayé, il va y avoir ces circonstances très favorables qui vont faire que le ministère de la Culture, l'État, va pouvoir acquérir la partie de cloître. À l'époque, on ne connaît pas. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails, mais en fait, en gros, le cloître de Saint-Genis-des-Fontaines a été dépecé en 1924 pour les 3/4. Un quart est resté sur place. Et avec les colonnes démontées des 3/4 d'un cloître, on a la notion, dans les années 50, de 2 cloîtres complets, dont l'un se trouve à Philadelphie, aux États-Unis, et dont l'autre se trouve dans un château de la région parisienne, à Montfort-l'Amaury. Et donc, d'ailleurs, une des premières choses, ça va être de demander à Pierre Ponsic d'expertiser les chapiteaux du château des Ménules de Montfort-l'Amaury, et évidemment, d'ailleurs, Ponsic sur des critères seulement formels, et vous connaissez cette sculpture de Saint-Genis que nous verrons demain, n'est pas une sculpture très, on va dire, très parlante, très caractéristique. Là, il a une analyse qui dit celui-là oui, celui-là non, bon, et aujourd'hui nous savons que, en fait, tout était bon. Mais donc, cette question est relativement ouverte. Moi, je parle de ce qui se passe dans les années 70, et finalement,
ce à quoi le dénouement de l'histoire, c'est l'intervention du ministère, parce que le château des Ménules appartenait à un banquier roumain juif qui a été déporté pendant la guerre et qui est mort, et le château avait été réquisitionné pour faire un centre d'accueil d'enfance malheureuses. Et puis, il s'est trouvé que 30 ans après la guerre, les héritiers du banquier qui était mort en déportation se disaient « Bon, vous êtes bien gentil, mais non seulement notre oncle est mort en déportation, mais en plus, vous avez réquisitionné notre héritage depuis 30 ans, il faudrait quand même peut-être que vous pensiez à faire quelque chose pour nous. » Et donc, évidemment, évidemment, ça s'est réglé comme ça. Et là, il y a eu un coup de génie de l'administration du monument historique, excusez-moi, c'est un plaidoyer pro domo, mais bon, c'est de dire, écoutez, évidemment, puisqu'on va rendre aux héritiers ce château, on le leur rend dans un état moyen, et les monuments historiques ont dit, écoutez, on vous refait la toiture à 100% aux frais de l'État, mais en échange, on veut le cloître. Et ils ont dit, ok, banco. Et donc, le cloître est arrivé en camion, comme vous le voyez là. Moi, tiens, Pierre Ponsic, c'est aussi donc cet engagement-là dont on voit les fruits aujourd'hui, parce que demain nous irons au cloître de Saint-Genis, il est bien revenu, il est sur ses pieds. Et puis il y a d'autres combats, comme par exemple celui de la chapelle Notre-Dame des Anges à Perpignan, qui était menacée de démolition. Et Pierre Ponsic est venu se planter devant les bulldozers pour empêcher cette démolition, etc. Et il a fondé une association, l'association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais, qui vit toujours, qui a plutôt repris des couleurs il y a peu, devant les menaces qui se sont fait jour. Je signale aussi que c'est Pierre Ponsic qui a créé l'atelier de restauration des œuvres d'art des Pyrénées-Orientales, d'abord sous une forme associative au sein de l'ASPAR, et ensuite avec le relais du Conseil général. Donc une activité multiforme, très longue. Il a inspiré, il a entraîné beaucoup de gens, il s'est engagé personnellement. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie ni paisible, ni toujours agréable. Il n'a jamais non plus renoncé à ses idées, une ténacité et une fidélité, mais une œuvre, incontestablement, une œuvre réelle. Et la table d'hôtel consacrée donc le 28 septembre 1975 et un monument dans le monument. Or, cette table est réapparue en 1973, alors qu'on pensait qu'elle avait totalement disparu. Et c'est Pierre Ponsic qui est l'auteur de cette invention, de cette réinvention, et dans des circonstances qui sont finalement assez amusantes, enfin assez curieuses. Et je pense d'ailleurs que vous aviez parlé de mysticisme, mais beaucoup de gens ont pensé qu'il y avait quelque chose d'un peu providentiel, puisque à cette époque on n'avait pas rectifié la date de consécration de Couchard, et on parlait de 974. Et en fait, cette date est réapparue juste à temps pour un millénaire qui a été célébré à Topres en 1974, quelques mois à peine après la découverte de la table d'hôtel. C'est quand même assez particulier. Alors, en fait, il faut se replacer dans le contexte des années 1970, c'est que l'itinéraire, la route qui va de Perpignan à Font-Romeu ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Et moyennant quoi le trafic automobile, nous sommes aux années 70, et 30 glorieuses, triomphantes, c'est la fin un peu, et la circulation augmente. Et donc, dans le passage de Vinça, on traverse tout le village, il n'y a pas de déviation. Le passage de Vinça, ce trafic qui augmente oblige à mettre un double sens. C'est-à-dire qu'on garde la route nationale pour monter, je pense, et puis il y a une sorte de déviation par une autre rue du village pour descendre, de manière à faciliter le flux des véhicules. Et Pierre Ponsic, comme vous le savez, a une maison à Thuès et Entrevailles, là-bas près d'Olette, au-delà d'Olette, et donc il prend souvent ce car pour se rendre chez lui. Et donc, à la suite du double sens, il passe en car, alors je ne sais pas si c'est à l'aller ou au retour, de l'itinéraire dans Vinça, que le car n'utilisait pas. Et vous savez, dans le car, on est un peu surélevé, surtout les cars des années 70, etc. Et donc, en passant, il a l'œil attiré par le balcon d'une maison qui lui présente tout de suite, etc. Il a l'œil un peu entraîné, on va dire, un faciès tout à fait particulier, en tout cas qui n'est pas celui d'un balcon, etc.
Donc son sang ne fait qu'un tour. Et alors, je ne pense pas qu'il ait fait arrêter l'autocar pour faire comme Marcel Duria et grimper sur le mur. Non, mais enfin, dès que possible, sans doute avec l'aide d'Hélène, son épouse, qui était son fidèle chauffeur, puisque lui non plus ne conduisait pas, revient à Vinça et s'aperçoit que, évidemment, cet énorme monolithe en porte-à-faux est un marbre antique et même médiéval. Et puis d'ailleurs, je crois que dès ce moment-là, il aperçoit les petits procimènes qui sont gravés sur la table. Vous savez, il y a le nom d'Oliva plusieurs fois. Et donc, une transaction avec le propriétaire de la maison. On dit, ces choses qui, pour nous, paraîtraient très difficiles, qui en fait se passent facilement. On dit au propriétaire, écoutez, on vous met un autre balcon, on vous taille une belle pierre neuve, et puis vous nous donnez le marbre. Et ben oui, allez-y, faites-le. Et en quelques mois, la table est descendue à l'atelier de restauration du palais de Raton-Major, que je me souviens très bien avoir vu posée sur un rondin de bois, une sorte de tronc de bois, comme ça, où elle a été restaurée parce qu'il a fallu compenser les lacunes occasionné par le scellement de la grille du balcon, et vous pouvez l'observer d'ailleurs si vous regardez la table, et puis replacer là, donc pour le millénaire, moins un an de l'année suivante. Voilà. Donc, et ça, c'est l'œil de Pierre Poncy. Alors, on m'a chargé de parler de Carlet. C'est vrai que je suis assez bien placé puisque j'ai assisté à son premier cours d'histoire de l'art en 63. Oui, en 63, je ne me trompe pas. Après qu'il ait publié son livre Architecture et liturgie. Alors, parler de Carlet, c'est déjà un peu particulier parce que c'est un personnage complètement atypique. En effet, il est roumain d'origine, mais de la minorité germanique de Transylvanie, d'une famille qui venait d'Alsace, semble-t-il, c'est un nom assez courant en Alsace. À l'âge de 20 ans, il est instituteur, il est né en 23, donc en 43, il est instituteur, il se cache parce que les Allemands veulent l'envoyer au STO. Il est dénoncé, envoyé en Allemagne, il réchappe à des tas de choses, et en 1945, il est ramené par les Américains à Metz, sans un sou. La première chose qu'il fait, c'est qu'il voit un tas de bois, il propose pour pouvoir manger de ce tas de bois. Enfin, on est devant un personnage assez étonnant. Il a son bac, il est juste à ce niveau-là. Il cherche du travail et il va faire des lingots de fer dans les Ardennes, à Viremelin, où il y a des forges assez importantes. Ensuite, quand même, et il en profite à cette époque-là pour aller visiter la cathédrale de Reims, pour aller... donc, déjà complètement passionné par l'art, tout en sortant du bac, enfin, pratiquement. Et puis, il se décide quand même, à un moment donné, à essayer de voir sur Nancy s'il a la possibilité de poursuivre ses études. Il rencontre le doyen Schneider, que peut-être certains d'entre vous ont connu, qui a été un de mes maîtres, qui était doyen aussi de la fac de Nancy, fac de lettres, et qui l'engage, c'est vraiment le mot, en lui disant, non, il fallait venir me voir tout de suite, je vous aurais trouvé quelque chose. Et à ce moment-là, il va faire une licence d'allemand, passer le CAPES, la grecque d'allemand, et devenir, et se lancer dans une thèse et devenir enseignant à l'université de Nancy. Il est donc maître assistant d'allemand lorsque je le rencontre. Après sa thèse, alors, c'est quand même un esprit très curieux, puisque au lieu, intéressé par l'histoire de l'art, il ne va pas se tourner vers le grand classique de l'histoire de l'art, non, il va à l'école de pratique des hautes-études, et où il va être l'élève de Franck Castel. Franck Castel qui a une vision différente, au fond, de l'art, qui essaie de trouver d'autres explications que des explications techniques, et qui cherche aussi à comprendre
je dirais comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Enfin, pas comme Marcel Duria dans une perspective chrétienne très forte, non, plutôt pour l'explication en fait. Ce qui l'amène à aborder la question de la liturgie. Alors, je n'ai pas de détails, je ne sais pas exactement pour quelle raison c'est l'époque carolingienne qui a été choisie, peut-être parce qu'au fond, cette période naissait. Et oui, j'y viens. Naturellement, il était langue allemande, donc il avait la possibilité d'accéder beaucoup plus aisément à tous ces monuments allemands et surtout dans une période où elle était en train de reconstruire l'Allemagne qui était détruite. C'est-à-dire que c'est dans cette période que toutes les grandes fouilles se font en Allemagne et il va donc servir aussi, en dehors de sa réflexion à lui, de transmetteur entre ce que l'on découvre en Allemagne. Vous savez, les Français ne parlent pas beaucoup allemand. Donc, de ce qu'on découvre en Allemagne, et il va le transmettre en France et permettre la connaissance d'un certain nombre de grands monuments qui étaient ignorés ou qu'on venait de découvrir. Il est certain que certaines grandes fouilles, comme par exemple celle de la cathédrale d'Halberstadt ou de la cathédrale de Cologne, eh bien, c'est à ce moment-là qu'elles se font et il a la chance, justement, par le fait qu'il pratique l'allemand de manière courante, d'être en contact véritablement avec tous les archéologues, tous les historiens de l'art allemand de cette période. Et d'être très bien accueilli par eux de cette manière. Alors, ça c'est une première partie, je ne veux pas être trop long, mais à un certain moment, René Crozet, qui était professeur à Poitiers, considère que vraiment il est ébloui par le livre Architecture et liturgie, dont il croit que c'est une thèse d'État, alors qu'en réalité au départ c'est une thèse du troisième cycle, c'est-à-dire la première thèse, et comme il doit prendre sa retraite, il dit voilà mon successeur. Donc, Karolintz va aller, alors j'ai un peu, est-ce que c'est 67 ou 66, je ne me rappelle plus, enfin, va aller à Poitiers et donc être ce qu'on appelait chargé d'enseignement, c'est-à-dire avoir un poste de professeur sans avoir totalement le titre de professeur, ce qui est une chose qui a disparu de nos jours. Et là, il fait son enseignement, il va par exemple accompagner Marie-Thérèse Camus dans sa préparation de l'agrégation, et on sait ce qu'est devenue Marie-Thérèse ensuite. Et puis, arrive 68, c'est un effondrement de l'université, et c'est lui qui va prendre les choses en main. Alors, il va reprendre la tête de l'université sans avoir été nommé, enfin, pratiquement autoproclamé, et remet un peu d'ordre dans tout cela. L'année suivante, élection du président de l'université, il est battu. Parce que quand même, il n'était que chargé d'enseignement, pas prof. Donc, c'est tout. Et à ce moment-là, il va être nommé à Nanterre, toujours chargé d'enseignement, et je vais trouver mon maître, parce que c'est lui qui m'avait fait entrer à Nanterre à la rentrée 68. Donc, et à partir de ce moment-là, eh bien, il va être à la tête de l'histoire de l'art médiéval à Nanterre, et former toute une série d'étudiants, et il y en a un là-bas qui est assez célèbre maintenant, Christian Sapin, qui est vraiment un des fils, comme je le suis, de Karolintz, et il a formé aussi beaucoup d'autres personnes. Alors, Karolintz est un personnage un peu curieux, c'est-à-dire très séduisant, très sympathique, bon mangeur, un peu plus que ça, et jouissant de la vie au maximum, en fait. À côté de ça, comme beaucoup d'enseignants professeurs, j'en ai connu quelques-uns, très égoïste, c'est-à-dire que, sachant par sa gentillesse faire travailler les autres, mais ça, on en a tous connu comme ça, et on arrivait à ne pas lui en vouloir.
qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'avoir un peu ronronné, je dirais, un peu à la fin de sa vie. Il avait ce dont il parlait. Ah oui, ici, excusez-moi, je n'avais pas vu la photo. C'est une visite de la crypte d'Orléans, de Saint-Aignan, dont vous avez entendu parler dans les journées, et vous voyez à droite Caroline qui est en train de regarder en l'air, et moi. Par ailleurs, je considère, je suis absolument sûr, qu'il a marqué véritablement en imposant vraiment l'idée qu'on ne pouvait pas se passer, on ne pouvait pas ne regarder que les murs, on ne pouvait pas regarder les formes. Je ne dis pas que tout le monde, que personne ne l'avait pensé avant, mais il a réussi à imposer l'idée qu'il fallait savoir ce qui se déroulait pour comprendre la structure des édifices. Et ça, je crois que et les aménagements intérieurs des édifices. Et je crois que c'est très important parce que, par exemple, pour l'époque gothique, on avait tendance à ne pas le faire du tout. Et bien maintenant, on le fait systématiquement. Donc, à mon avis, c'est ça qu'il a apporté. Vous savez, c'est ces gens qui donnent le déclic, en fait, pour que quelque chose de nouveau puisse apparaître. Alors, je voudrais juste ajouter une chose. Carolite, c'était donc un franc castelien. Et on aurait pu imaginer que les Faucilloniens l'ignoraient. Les Faucilloniens l'ont ignoré. Et donc, ça, jusque-là, c'est clair. Mais mon ami François a évoqué un autre aspect, c'est-à-dire tu as cité Noël Duval et tu as dit combien il était farouche contre lui, mais il était farouche contre la moitié de l'humanité, de toute manière. Donc, la thèse de Carolite sur l'architecture et liturgie à l'époque carolingienne n'a pas été bien accueillie partout. C'est-à-dire qu'il a été accueilli par certains, effectivement de manière très positive, mais il n'a pas été bien accueilli partout. Et donc, je vais simplement vous donner une référence bibliographique qui est extrêmement parlante sur l'accueil de sa thèse. Je vous invite à lire dans la bibliothèque de l'école des Chartes le compte-rendu qu'a fait un très grand Paul Albert Février. Il y a un compte-rendu de Paul Albert Février dans la bibliothèque de l'école des Chartes, je vous invite à la lire. Et là, analysant, on comprend les débats qui sont derrière, et pourtant là, il ne s'agit pas d'un faucillonien. J'ai rencontré Carolite, enfin je l'ai écoutée avec le plus grand intérêt, tant à Poitiers qu'ici. Et j'en garde un souvenir absolument émerveillé, parce que c'était une personnalité enthousiaste qu'on m'a vraiment rencontrée dans ma vie, vraiment. Et avec le sens de l'autre aussi. Et en tout cas, moi, quand je lui parlais de mes projets, il m'écoutait avec vraiment beaucoup d'intérêt, il m'a fait des suggestions, et je regarde un souvenir vraiment extraordinaire. Quelle que c'était la manière dont on a apprécié d'autres de ses œuvres, mais je voulais le dire parce qu'il m'a vraiment énormément apporté, et c'était mon premier soutien, je crois vraiment mon premier, chronologiquement, mon premier soutien intellectuel. Le temps passe très vite, vous voyez. Donc je voudrais évoquer très rapidement, parce que je l'ai un peu connu, mais je ne suis pas capable de faire toute l'histoire de sa carrière, Thomas Leimann, qui a été très présent aux journées de Couchat dès le début jusqu'à la fin des années 70, si je me souviens bien. Il était américain, donc il était professeur à l'université d'Atlanta, en Géorgie, et c'est vrai qu'il est arrivé ici dans nos régions avec une passion absolument extraordinaire pour un édifice qui est la basilique Saint-Sernin. Donc il était mais vraiment passionné. Toutes ses recherches, enfin une grande partie de ses recherches se tournaient autour de Saint-Sernin, et je crois qu'ici même, à Couchat, il en a parlé plusieurs fois à propos du cloître, à propos de la reconstitution du sanctuaire de Saint-Sernin. Bon, donc un personnage quand même assez étonnant, mais qui pratiquait une histoire de l'art comme on la faisait aux États-Unis à cette époque-là, et qui était très différente de celle
de l'université française, c'est-à-dire il travaillait essentiellement à partir de phototextes, parce que les Américains, tout simplement, n'avaient pas notre accès aux monuments de la vieille Europe, et il arrivait parfois avec des théories qui ont été, Xavier s'en souvient sans doute, contestées par les historiens de l'art français, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance d'école, parce qu'on ne voyait pas les choses exactement de la même façon. Par exemple, Lyman n'hésitait pas à faire des comparaisons que certains jugeaient hasardeuses entre l'art islamique, l'art byzantin, les cloîtres, comparant les cloîtres aux cours des maisons de la civilisation islamique, il se permettait pratiquement tout. C'est son article portail, cloître, paradis qu'il a prononcé ici est très significatif de cela. Alors, ceci étant, il s'est très vite passionné pour nos régions. Vraiment, il adorait le milieu de la France. J'ai des souvenirs personnels parce que lorsque j'étais conservateur à Toulouse, eh bien, chaque année, il y avait un rituel Lyman. Il arrivait à la fin de l'année universitaire aux États-Unis, généralement par Bordeaux, un avion, voilà, il arrivait. Et puis, il commençait à la fin du mois de juin un grand périple, chaque année le même, c'est-à-dire qu'il partait de Bordeaux, il remontait la vallée de la Garonne, il venait à Couchat, tout ça était bien programmé. Puis ensuite, il repartait par le bas Languedoc, la Provence, et ça se terminait immanquablement chaque année en Toscane, vers la fin du mois de septembre, ce qui lui avait permis d'avoir quand même une connaissance extrêmement précise de nos monuments méridionaux. Voilà une chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'était là la grande différence entre les professeurs des universités américaines et ceux que nous avons eu dans nos universités françaises, et qu'il s'intéressait à tout. Et lui aussi pouvait donner des cours sur tout, y compris sur l'art contemporain, ce qui lui permettait de faire des théories parfois qui pouvaient paraître un peu osées dans alors, on ne va pas en parler de Duria, mais c'est vrai que les deux personnages étaient souvent en opposition dans leur théorie sur Saint-Cernin. C'est arrivé assez fréquemment. Mais cette ouverture de l'enseignement avait quand même, je crois, du bon. Et tout à l'heure, j'aurais dû le dire d'ailleurs à propos d'Yvette Carbonneil-Lamotte, parce qu'elle avait compris qu'aux États-Unis, quand même, ils étaient un peu plus ouverts que nous. On pouvait avoir une vision transversale. Et Yvette Carbonneil nous disait vous ne pouvez pas étudier l'art médiéval si vous n'étudiez pas avec autant d'attention et autant de temps l'art occidental, l'art byzantin et l'art islamique. Et Yvette Carbonneil s'était lancée quand même dans cette tâche incroyable. Elle nous faisait des cours sur les trois civilisations médiévales. C'est un travail vraiment énorme. Alors, sur Lyman, dernier mot, parce que le temps passe, sa passion dévorante pour Saint-Cernin s'est terminée d'une façon incroyable. Il est mort en 1993, et comme il avait beaucoup d'amis à Toulouse, il était très aimé. C'est d'ailleurs un personnage qui ne passait pas inaperçu. Tout Toulouse le connaissait parce qu'on disait l'Américain est là, parce qu'il avait des tenues invraisemblables. Il avait des chemises d'un jaune électrique, violette, enfin c'était des chapeaux extraordinaires, enfin tout le monde le connaissait à Toulouse. Et donc il avait dans ses dispositions testamentaires demandé à ce que ses cendres, il s'est fait incinérer, soient déposées à la basilique Saint-Cernin. Eh bien, par le truchement de tous les gens qu'il connaissait, etc., ça s'est fait. Et nous avons les cendres de Thomas Lyman dans la basilique Saint-Cernin. Je voudrais dire quelque chose sur ce que Tom a sans doute apporté aux gens romains. Et je pense que c'est cet esprit d'ouverture et d'une approche, disons,
qu'on avait, je dis bien, dans ces années-là, dans les universités américaines, qui était une approche peut-être un peu différente. Ce qui était fait en France à l'époque. Il n'y avait pas cette nécessité, ou cette presque obligation d'être trop spécialisé, mais c'était un regard sur l'art du Moyen-Âge dans sa totalité et du contexte historique, la liturgie, etc. etc. Et Tom, à mon avis, c'était quelqu'un qui, quand il est venu ici, il parlait de cette façon-là, et il parlait de l'art et de l'architecture surtout, de cette façon-là. Et je pense que ça a c'était peut-être la possibilité, ou ça donnait la possibilité des chercheurs français qui ne faisaient pas forcément l'histoire de l'art de cette façon, ça leur a donné cette ouverture en fait, et la possibilité de suivre cette direction un peu. Et je pense que moi, je suis venue la première fois, ça fait des siècles, je dirais presque. Et puis après, je suis venue 2 fois quand Tom était également ici. Voilà, c'était une inspiration pour nous aussi. Il était, moi je suis également assez âgée, donc c'était pas mon maître, mais c'était plutôt une inspiration amicale, on dirait. Mais c'est ça. Et justement, c'est l'étude d'avoir aussi une idée de l'art byzantin, etc. Tout ça, c'était très important, parce qu'en fait, de toute évidence, l'art, l'architecture surtout, n'existe que dans un contexte, et ce contexte était international au Moyen-Âge. C'est parfois oublié, il me semble. Et ça, c'est quelque chose que ces gens-là, et Tom certainement, avaient bien en vue. Et c'est ça, à mon avis, c'est une contribution qui ne devrait pas être oubliée. Je vous remercie. Ángel Serafín Moralejo, formé à l'Université de Santiago et peu après sous la tutelle de l'hispaniste John Williams à celle de Pittsburgh, a assisté pour la première fois aux Journées de Boucha en 1977. L'argument choisi pour les journées à cette occasion était le portail dans l'art roman du Midi de l'Europe. Sa contribution consistait en une analyse iconographique savante et stimulante du cycle du zodiaque sur la façade de l'agneau de San Isidore de Léon. Il a participé aux Journées de Cuchard les années suivantes. Ici, à Cuchard, et toujours au-delà des frontières, il a trouvé l'air, l'environnement intellectuel qui lui manquait dans l'université espagnole, dont il ne s'est jamais senti concerné. En fait, les études iconographiques et l'attitude humaniste et complexe qu'il pratiquait étaient peu connues ou mal acceptées dans l'université espagnole de l'époque. En 1979, il a présenté à Cuchard un état de l'art sur la sculpture romane de la cathédrale de Jaca. En fait, l'état de la question pourrait être résolu rapidement. En réalité, ce que Moralejo proposait était un changement radical d'approche de l'interprétation du style et de l'iconographie et sur la formation des ateliers qui travaillaient dans les dernières décennies du XIe siècle. Les modèles utilisés étaient ceux offerts par des sarcophages romains, dont il s'agissait d'une enquête sur celles conservées étant susceptibles d'avoir été utilisées à ces fins. À partir de discours bien argumentés, il déduit une dérivation de l'atelier de Jaca d'une église castillane beaucoup moins importante, San Martín de Fromista. Il est intéressant de noter que bien que des études récentes ont montré que cette église, San Martín de Fromista, et sa décoration sculpturale doit être datée après Jaca, l'hypothèse de Moralejo
continue de se répéter avec insistance. Moralejo a continué dans cette ligne de recherche en proposant l'analyse comparative entre la collection de sarcophages romains conservés à San Felipe de Girona et le style du maître de Cabestagne. D'autres auteurs espagnols l'ont suivi dans cette approche, qui était partagée par un large éventail d'érudits qui étaient impliqués dans l'étude de la formation de la sculpture romane. À l'occasion du 11e centenaire de la fondation du Cuixà, consacré au thème « Les origines de l'art roman » en 1980, il a présenté une enquête sur le trésor sacré de la cathédrale de Santiago et sur la base des informations fournies par les sources écrites. L'intention ultime qu'il a développée en 1982 était d'établir le lien ou les dépendances de l'art roman monumental par rapport aux arts mal nommés mineurs ou somptueux. Pendant ces années, et en parallèle à de nombreuses autres contributions qui reflètent son énorme curiosité intellectuelle, la cathédrale de Santiago et l'art du Camino ont été particulièrement fréquentés par Moralejo. La restitution de la façade nord, l'étude du mobilier liturgique et le maître Matteo ont été quelques-uns des arguments de ces recherches. Le portique de la gloire était le thème de la dernière conférence à Cuixà. C'était en 1985. Ces subtiles interprétations iconographiques des visions de la divinité dans les spectaculaires portiques de la gloire ne pouvaient pas être facilement réfutées. Comme il lui-même disait, faisant usage d'un sens de l'humour particulier et pas toujours bien compris, qui était plutôt autorisé que celui de le proposer puisqu'il était un séraphin. Son magistérium à l'université et dans ses écrits, riche en suggestions, ouvrant toujours de nouvelles voies d'analyse, a marqué, et très positivement, la recherche sur l'art roman hispanique. Ce n'est qu'ici que je l'ai rencontré, mais j'ai eu le bonheur de le voir, de l'écouter au moins 3 fois, si pas 4, je ne sais pas. Alors la première fois, il est venu ici en tant que simple auditeur. Il était jeune docteur, je crois que c'était en 73, mais 3 ans plus tard, il revenait en tant que conférencier. Qui a toujours été terriblement apprécié. Mais donc je voulais surtout vous montrer ici, pour ceux qui n'étaient pas là lundi, vous montrer la photo où il apparaît là derrière Marcel Duria, et donc qui a été prise en 73, et tout à fait conforme à mes souvenirs. Et là, j'ai repris cette photo-là sur le net, parce qu'on le voit qui tient un crayon, comme je vous l'ai déjà dit lundi. On s'est écrit souvent et assez fréquemment, il m'envoyait des lettres qui étaient illustrées de décors romans qu'il avait croqués sur le vif. Et bon, je les ai conservées, mais je ne les ai pas retrouvées. Je crois qu'elles sont au grenier. Mais bon, ce serait amusant d'essayer de les exhumer parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup. En tout cas, c'était une personnalité vraiment fascinante, ayant des connaissances dans tous les domaines, bon, aussi bien l'antiquité gréco-romaine, romaine, je ne sais pas, en tout cas l'antiquité romaine sûrement, et la littérature de son temps. Nous avions sur notre liste Mathias Delcor et Jacques Bousquet, Mireille Mantré, David Simon, et Mario Mirabella Roberti. Je voudrais terminer par une anecdote amusante. Nous, on était jeunes étudiants, un peu plus, mais dans ce domaine-là, et est arrivé ici donc un professeur italien, Mario Mirabella Roberti, professeur éminent, que moi personnellement comme étudiant j'avais connu lors des journées qu'il organisait à Aquile.
Et ce professeur éminent, on était un petit groupe toujours autour de lui. Il était professeur à l'université de Trieste, il était directeur du site d'Aquilée, il était surintendant de la Lombardie, professeur. Et un soir, il me dit, Barral, est-ce que vous m'accompagneriez avec quelques-uns de vos amis étudiants? Je dois faire quelque chose de personnel, mais je ne peux pas vous l'expliquer. Bon, alors nous, toujours prêts à tout faire pour nos professeurs, donc on l'a suivi. L'un d'entre nous, je ne me souviens plus qui avait une voiture, mais tout ça devait se faire en cachette de son épouse, parce que lui était aussi un de ces professeurs qui ne conduisait pas, c'était son épouse donc, qui le conduisait, donc la chose était de trouver une voiture parce qu'il avait une chose à faire en cachette de son épouse le soir. Et donc nous on était prêts à tout et on a été surpris quand on a vu ce qu'il nous demandait. Il nous a demandé d'aller vers une maison qu'il avait aperçue en passant avec sa voiture, où il y avait des tuiles nombreuses, ils étaient en train de refaire la toiture, et il nous a demandé d'aller lui voler une tuile, parce que, là il nous a expliqué évidemment, parce qu'il collectionnait les tuiles, et évidemment ça devait se faire en cachette de sa femme, il n'en pouvait plus de la collection de tuiles, et qui apparemment, si elle l'avait su, elle aurait jeté la tuile au prochain arrêt. Voilà. Nous avons fait cela pour lui et il est parti en Italie avec la ville dans sa valise. Je pense qu'il faut que nous nous arrêtions là. Et alors, nous essaierons de traduire dans les cahiers cette matinée et je pense que ça fera quelque chose de très intéressant et qui sera une mémoire aussi. Comme disait Garcia, c'est un témoignage digne de louange que de transmettre à la mémoire de la postérité des choses anciennes.